Alors bonjour, je suis Pierre Marchand, je suis éditeur au Beau Jardin et j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui depuis Bruxelles, depuis la Maison de la Francité et de dialoguer avec Nicolas Kempf. Bonjour Nicolas. Bonjour Pierre. Nicolas qui est donc écrivain, tu es scénariste aussi de bande dessinée et donc tu as travaillé dans l'édition. Tu fais toujours d'ailleurs des missions dans l'édition de relecture-correction, d'analyse de scénario, de choses comme ça. Et tu es conseil en écriture. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce métier-là ? Oui, alors effectivement, c'est un métier alors qui porte plusieurs noms. Je préfère donner celui-là. Et pour le résumer en quelques mots, je me place entre un auteur et les éditeurs qui vont être démarchés. L'auteur, quand il a fini son manuscrit, me l'amène. Je le lis, je rends un avis, je signale des choses, je propose des choses, et ensuite l'auteur peut le retravailler avant de l'envoyer aux éditeurs. Donc c'est un moyen d'augmenter un peu ses chances d'être publié. Un premier regard quand on a déjà un pied dans la porte en fait. Voilà. Et tu tiens également un blog sur l'écriture en général, sur les pratiques techniques d'écriture, je crois. On peut peut-être donner l'adresse du blog d'ailleurs. Oui, alors donc ça s'appelle écriture-livre, écriture-livre.fr. C'est un blog qui existe depuis 10 ans maintenant, que j'ai beaucoup alimenté. Il y a des articles qui répondent à beaucoup de questions. Je continue à le faire. En ce moment, il y a un article par mois qui sort. Les prochains seront sur les clichés dans son écriture. Pourquoi c'est important déjà d'être conscient qu'on en utilise et essayer d'en utiliser moins. Je fais aussi un article sur les erreurs d'écrivain, puisque je parle aussi de ma propre pratique de temps en temps sur le blog. Et puis un des récents articles qui était important pour moi, que j'ai vraiment étoffé, sur les critiques. À quoi peut nous servir la critique, à nous auteurs, d'où elle vient, d'où on parle quand on critique, et comment gérer le malaise que ça peut provoquer. Je parle surtout des critiques négatives, évidemment. Les critiques positives sont assez faciles à encaisser. Mais voilà, en gros, c'était un article important et qui est censé faire partie du fond du blog, je pense. Donc voilà, et juste pour expliquer, donc on trouve des articles sur la pratique d'écrivain, ses rapports un peu avec le reste du monde de l'écriture, enfin du livre. Il y a aussi quelques articles plus rigolos, il y a des psychotests, il y a des... Voilà. On analyse aussi ce que racontent certains auteurs sur leur propre pratique. On parle du fonctionnement de l'édition, puisque ce sont des choses que les auteurs ne connaissent pas forcément, surtout quand ils commencent en écriture. Il y a beaucoup d'idées reçues, donc j'essaye un peu de liquider ces choses-là, quoi. Donc on va parler avec toi justement de la fabrique d'un roman, hein, et on va se baser sur ton travail d'écrivain cette fois-ci, et on va parler notamment donc de ton roman qui est paru au début de cette année, qui s'appelle Hard Rock Cargo. Alors Hard Rock Cargo, c'est l'histoire de Métral. Métral, il est chauffeur routier. Il sort de prison, il en a pris pour un sacré paquet d'années, il sort de 15 ou 16 ans de prison. Ouais, une petite rallonge. Il a eu une petite rallonge, enfin on découvrira, pour ceux qui liront le roman, découvriront pourquoi il prend une rallonge, mais quand il ressort, en fait, il se trouve que ce brave Métral, qui finalement est plutôt le bon gars, hein, il est impatient de découvrir quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est sa fille, qui est née l'année où il a été incarcéré. Et donc il va débouler dans la vie d'une adolescente de 16 ans, qui va lui dynamiter la sienne quelque part, je pense. Hein. C'est un peu ça le principe du roman. Et lorsque tu en parles, tu nous dis que c'est un roman noir. En quoi est-ce que c'est un roman noir ? C'est quoi un roman noir pour toi ? Alors déjà, ce n'est pas un roman policier, il n'y a pas d'enquête, même s'il y a des mystères, des révélations, mais en tout cas, il n'y a pas un cadavre à partir du début et dont on essaye de savoir pourquoi il est cadavre. Mais voilà, c'est un roman noir parce que c'est assez sombre, c'est parfois violent, ça nous emmène aussi dans des milieux. C'était important pour moi d'embarquer le lecteur, on en reparlera peut-être,
Et puis il y a un côté social, quoi. On voit des endroits un peu méconnus. On se frotte à des réalités assez dures. Hein. On parle de drogue, on parle de violence, on parle de délinquance, du monde de la nuit en général, en fait, hein, dans ce roman. Et puis, c'est pas seulement un roman noir au sens anti-roman policier, c'est aussi quelque part un roman initiatique, je trouve. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un roman initiatique, c'est un roman d'apprentissage, en fait, puisque Métral va au contact de sa fille, se faire expliquer la vie d'une certaine manière et apprendre la paternité. Et la paternité, je pense que c'est quelque part le vrai sujet du livre. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui interpelle beaucoup le personnage dès le début, puisqu'il n'est pas père. Dès le moment où il sait qu'il est père, ça va commencer à lui poser beaucoup de questions. Il va se demander qu'est-ce qu'un père, qu'est-ce qu'un bon père, qu'est-ce qu'on fait avec son enfant. En fait, il va retrouver sa fille quand elle a déjà 16 ans. Donc il y a toute une période de la paternité qu'il ne connaîtra pas et qu'il va devoir en quelque sorte rattraper. Et peut-être lui aussi va arriver avec des clichés, des idées reçues qu'il va devoir réviser très vite. Et de l'autre côté, il y a aussi une fille qui se retrouve avec un père qui n'est pas forcément le personnage qu'elle imaginait. Elle aussi va avoir des surprises. Et donc voilà, chacun va devoir se reconfigurer un peu avec l'autre sans l'avoir prévu, quoi. Alors, je sais plus si je m'adresse au conseil en écriture ou à l'écrivain en te posant cette question-là, mais donc c'est un roman qui est bourré de surprises, hein, de rebondissements, d'une certaine tension aussi. Comment est-ce que tu t'es organisé, comment est-ce que tu as travaillé, toi, pour fabriquer ce roman-là? Comment est-ce que tu t'y es pris? Par quoi tu as démarré? Alors, comme toujours chez moi, même si j'en ai pas écrit tant que ça, hein, c'est une idée qui remonte à il y a très longtemps, qui a pris son temps pour mûrir. Les premières choses qui ont nourri Hard Rock Cargo tel qu'il est, ça remonte à 2011. Donc voilà. Et donc il a fallu que l'idée prenne son temps pour se cristalliser. Et ensuite, l'écriture a été assez rapide. Je faisais une séance par jour. Donc moi j'aime bien dire que j'ai 3 demi-journées dans ma journée. Il y en a 2 qui sont consacrées à mon travail de conseil. Et la 3e, quand j'ai travaillé pour les autres, je m'occupe de mes projets. C'est le soir, hein, c'est la nuit. Et voilà, ça s'est fait assez vite parce que j'avais longtemps cogité à ce que je voulais faire. Et spécialement sur ce texte-là, puisque je pense qu'il y a une idée. Je peux le dire, je pense que c'est pas être frimeur, mais l'idée de départ me paraît assez chouette. J'avais d'ailleurs très peur du début à la fin de la louper, quoi, de ne pas l'exploiter correctement. Mais du coup, ça me donnait une certaine envie d'y retourner tous les soirs. Et bon, les gens qui écrivent savent le plaisir que c'est quand on est content du projet en cours et qu'on y revient avec joie. C'est pas toujours le cas, mais là, c'était comme ça, quoi. Donc une très longue préparation, quasiment 10 ans. Tu dis première idée 2011, oui. Donc on est 10 ans plus tard là. Et puis finalement un temps d'écriture très ramassé une fois que tous les éléments ont été mis en place. C'est ça. Oui. C'est une méthode que tu recommandes plutôt, ou est-ce que d'autres écrivains avec qui tu travailles bossent différemment? Alors je pense que ça dépend beaucoup des disponibilités des personnes. Ça c'est quelque chose de très important. Je le constate parce que j'ai aussi beaucoup de commentaires sur mon blog. Hein. Il y a des articles. Il y a parfois plus de commentaires que le texte, qui est déjà assez touffu. Mais en tout cas, beaucoup de gens écrivent quand ils peuvent aujourd'hui. Et la plupart écrivent donc le soir, quand les enfants sont couchés, que le conjoint est devant la télé, ou que sais-je. Il y a aussi des gens qui prennent d'autres moments dans la journée. Il y avait quelqu'un qui me disait qu'il écrivait dans l'autobus. Ça, voilà. C'est rigolo, ouais. C'est souvent le soir quand même. Alors il y a des gens qui vont dans les cafés aussi, qui ont besoin de troubles, de confusion, enfin d'animation autour d'eux. C'est pas mon cas, hein. J'ai besoin de silence et de tranquillité, mais il y a des gens qui ont besoin que d'autres gens fassent autre chose autour. Je sais pas jusqu'où ça s'enracine. Faut peut-être qu'on fasse pas trop attention à eux, qu'ils le sentent comme ça, pour y aller à fond, je sais pas.
Enfin, c'est chacun sa façon, en tout cas. Ouais. C'est chacun son truc. Je sais que Anne Rice, qui a écrit la série de Lestat le vampire, elle écrit dans le train, le matin et le soir, qui l'emmène à la Nouvelle-Orléans et retour, quoi. Donc, effectivement, chacun son truc. Ça va être assez amusant à observer depuis la place où tu te trouves. Alors, Hard Rock Cargo, il y a aussi beaucoup il fallait rendre la réalité des choses dont tu parles. Il y a eu donc tout ce temps de préparation, de documentation. Mm-hmm. Est-ce que je sais que tu as essayé de vivre aussi des choses pour pouvoir les rendre. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu des expériences que tu as faites pour nous parler peut-être, je sais pas, du monde justement du transport routier, du monde de la prison, du monde, voilà. Oui, en effet. Alors, la question de la documentation est toujours très vaste, très intimidante aussi pour les auteurs. On a des... Enfin, moi, j'avais beaucoup en tête, avant que je me mette à écrire, c'est Saint-Exupéry qui expliquait que lui, en tout cas, il ne pouvait écrire que sur ce qu'il avait vécu. Il pensait à l'aviation, à l'aventure de l'aviation. Mais en raisonnant comme ça, on devrait se passer, par exemple, de tout ce qui est roman historique. Donc on ne peut pas, c'est une posture... Enfin, on peut être éventuellement reenacteur, comme ils disent, hein, donc oui, reconstituteur, mais bon. C'est vrai. Et oui, il y a toujours des moyens de s'immerger un peu, mais disons... On peut pas l'envisager au sens strict. L'autre difficulté, c'est que la documentation de nos jours est devenue très accessible, peut-être même trop, puisque dans ces séances d'écriture qu'on prévoit, c'est très facile de s'égarer dans ces recherches immédiates sur Internet. Je pense, en ce qui me concerne, qu'il faut choisir les thèmes sur lesquels on aura besoin de se documenter, sur lesquels on est moins sûr, et de se concentrer là-dessus. En l'occurrence, donc, j'en reviens à Hard Rock Cargo, il y a deux domaines sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Le transport routier, donc j'ai eu la chance d'avoir un copain chauffeur routier qui m'a embarqué dans son camion. Et j'ai passé une journée avec lui, j'étais dans la cabine, j'ai pu le questionner. On a déjeuné ensemble avec ses collègues aussi, donc j'ai eu aussi d'autres sons de cloche. J'ai vu les moments tranquilles dans cette journée, les chargements, voilà. Et j'espère que ça se retrouve un peu dans l'écriture. Alors le roman s'ouvre sur la première séquence du roman, c'est l'arrivée de Métral aux commandes de son camion à l'entreprise qui l'emploie pour garer le bahut après avoir fait une livraison. Et sérieusement, on sent effectivement vibrer toute la cabine autour de nous. Ça, c'est réussi, hein, effectivement. Alors c'est bien. J'ai ouvert les yeux et les oreilles au bon moment, quoi. Et l'autre domaine qui est beaucoup moins accessible, mais je voulais vraiment en parler un jour, c'est la prison, quoi, la détention, l'univers des détenus. Et j'ai beaucoup ramé parce que, alors il y avait plusieurs moyens d'entendre parler. Déjà, j'avais été en visite en prison pour des interventions artistiques, donc j'ai pu voir un peu une maison d'arrêt, hein, donc les courtes peines. J'ai pu voir un peu comment ça se passait, mais c'était pas suffisant. Moi, tout ce que je voyais, c'était des gens sages, motivés, prêts à s'évader entre guillemets pendant 1 heure ou 2. Donc il y avait cette source-là, il y avait des conférences, des gens parfois qui viennent parler de leur passé, raconter quand ça se passe, mais c'est un monde où on fait difficilement confiance, même les gens qui sont sortis, qui n'ont plus pour lesquels tout ça est derrière eux, ne parlent pas forcément. Et alors il se trouve que je suis aussi biographe, il m'arrive de faire des récits de vie pour des personnes. Et au moment où j'écrivais le roman, j'ai quelqu'un qui m'a contacté, qui était un ancien détenu, et on a fait un peu le deal, quoi, qui me raconte alors les choses pour sa propre bio, mais qui répondent aussi à mes questions sur, par exemple, comment on planque un téléphone en prison, qu'est-ce qu'on fait ou ne fait pas de ces journées, enfin toutes ces choses-là. Et il a accepté, il m'a tout raconté, même ce qui ne se raconte pas. Et là aussi, du coup, j'espère avoir pu bien traduire les choses, quoi. Donc face à cette documentation foisonnante aujourd'hui sur Internet dont tu parlais tout à l'heure, toujours privilégier quelque part une espèce de vécu, de retour de première main en fait sur les choses, oui, plutôt que de la littérature accumulée, et des pages web avalées les unes après les autres, et voilà, avoir des choses humaines, quoi. Oui, c'est ça. Et se concentrer sur les thèmes sur lesquels on a vraiment besoin, et peut-être aussi savoir se poser formuler les questions. Pour justement ne pas se disperser
dans les pages web, quoi. Alors, il y a des scènes en prison qui sont très très belles, puisqu'un bon tiers du roman se passe en prison. Hein, c'est avant la sortie de Métral pour aller découvrir sa fille, où il essaye justement de rentrer en contact avec elle depuis sa cabine, d'où le coup du téléphone planqué, etc. Je donnerai pas le truc. Hein, non. Et donc Métral, notamment en prison, va participer à un atelier musique. Ouais. Avec d'autres détenus, et la scène est très très belle. La première fois, tu en parles très bien, quand il arrive pour la première fois dans l'orchestre qui s'est un peu formé, qui joue du rock dans la prison, dans une petite salle où ils ont juste collé quelques feuilles sur le mur pour essayer d'égayer, et il a envie de jouer de la basse. Alors il y a déjà un bassiste, alors déjà ça grogne un peu, et puis il a ses premières expériences avec ses gros doigts sur cet instrument, et enfin c'est voilà. Donc tu as notamment parlé de cet aspect-là des choses avec d'anciens détenus, où tu as vu les ateliers peut-être d'écriture, toi de ton côté plutôt que musique. Voilà, c'était plutôt écriture avec une photographe, donc c'était multi-plateforme. La musique en prison, non, j'ai pas connu, mais quelqu'un m'a mis une guitare entre les mains. J'ai pu quand même voir un petit peu ce que ça faisait, puisque je suis pas du tout musicien, hein. À part la flûte au collège. Et pourquoi la flûte, quoi? On continue à se demander. Oui. Alors, on pouvait pas mettre de flûte, ça pouvait pas être. Ça aurait été un peu étrange, donc il fallait que j'ai touché une guitare, quoi. Et oui, donc la musique, c'est un peu déjà c'est ce qui va différencier Métral des autres détenus, c'est ce qui va lui donner un peu un but, puisque cette fille qu'il imagine beaucoup, il va l'imaginer sous l'angle de la musique, de faire. Parce qu'elle est musicienne. Dans les lettres qu'elle lui écrit, les quelques lettres qu'il reçoit, elle est musicienne. Elle lui dit qu'elle fait de la guitare. C'est ça. Sa maman lui dit d'abord qu'elle fait de la guitare, et ensuite elle le dit elle-même. C'est ça, exactement. Et ça va être son grand objectif de la retrouver après et de jouer un morceau ensemble. Et donc tu t'es servi de la musique aussi pour faire l'ossature du roman, et il y a une grande partie de l'histoire qui s'appuie sur l'histoire réelle d'une chanson particulière, une chanson de hard rock, d'ACDC, qui est Back in Black. C'est ça, Back in Black. Donc c'est pour ceux qui connaissent l'histoire du groupe, le groupe a eu 2 chanteurs successivement. Le premier, Bon Scott, est mort assez tragiquement dans les années 90, si je me souviens bien. Et alors, ça peut être la cause de séparation d'un groupe, hein, ce genre de choses. Ça peut aussi, un groupe peut aussi perdre toute son identité, commencer à faire, disons, à enchaîner les membres de groupe et à se diluer comme ça. Perdre son caractère, en fait. Voilà, c'est ça. ACDC ne l'a pas fait. Ils ont trouvé un autre chanteur qui est devenu, qui s'est bien intégré. Mais leur premier album et la première chanson de ce premier album après la mort de Bon Scott, c'était Back in Black, qui dit en gros que voilà, rien n'est fini, on revient, on l'oubliera pas, mais c'est l'histoire d'un retour, quoi. Et voilà, Hard Rock Cargo, c'est aussi l'histoire de quelqu'un qui revient, je pense. Et qui revient, donc qui quitte la prison pour rejoindre ce fameux Hard Rock Cargo, qui est donc une péniche concert où on joue justement du hard rock sur les quais à Strasbourg. C'est ça, ouais. Amarré à Strasbourg, et puis qui est censé faire des petites croisières d'une nuit comme ça, plus ou moins autorisées, en remontant le Rhin, quoi. Alors, cette musique omniprésente dans l'écriture, est-ce que tu as écrit avec Asdès à fond, ou est-ce que tu t'es laissé quand même un peu de pause? Comment t'as travaillé? Parce que la musique, on la sent très fort dans l'écriture, dans le roman. Elle instille tout le texte. Est-ce qu'elle était là avec toi quand tu as écrit? Alors là aussi, je suis bien content si ça marche. Non. J'ai besoin de calme, de silence quand j'écris. Par contre, et d'ailleurs, en fait, un des articles du blog dont je parlais tout à l'heure, c'est sur est-ce qu'on écrit avec ou sans musique. Et j'avais été un peu péremptoire là-dessus à l'époque, hein. Et dans les commentaires, on m'avait, comment dire, on avait un peu grogné, hein, parce que il y a beaucoup de gens qui écrivent avec fond sonore, fond musical, et qui s'en trouvent très bien. Donc je pense que là, il s'agit vraiment de caractères différents. En l'occurrence, je n'utilise pas de la musique directement. Par contre, j'aime bien en écouter avant pour justement me plonger dans l'ambiance. Et ouais, je suis content si on. Alors déjà, le morceau lui-même est utilisé plusieurs fois dans les péripéties.
Et si en plus ça a infusé un peu de sa pêche dans le texte, bah oui, très bien. Ouais, ça fuse effectivement beaucoup de pêche et il y a une tension voilà qui se développe. Ça monte crescendo jusqu'à un final dont on peut juste dire qu'il est explosif en fait. Voilà. Voilà, on n'en dit pas plus. Ouais. De ce final. Alors, cette tension, elle tient sur la musique, elle tient aussi sur ce vécu de première main sur lequel tu t'appuies par rapport à la prison, par rapport à la musique en elle-même, par rapport à tout un tas de choses comme ça. La drogue, je pense pas que tu as eu de source de première main, je crois pas en tout cas. Non. Mais il y a aussi un parti pris très fort de style. T'as eu la volonté de développer une façon d'écrire, un vocabulaire, un phrasé très particulier. Oui. Tu peux nous en parler un petit peu ? Oui. Alors, oui, le style, c'est un des grands sujets. Depuis très longtemps, je me pose la question puisque je vois des gens pour qui le style est tout en écriture. J'ai plutôt tendance à dire le bon style est celui qui se fait oublier. En l'occurrence, j'avais choisi un parti pris assez fort. Parce que là, il se laisse pas du tout oublier. Hein. C'est un style. On a l'impression que c'est Audiard qui a écrit le roman quelque part. Hein. Enfin, à certains moments. Là aussi, oui. Si on y retrouve Audiard, je suis bien content. C'est une référence qui me va. Comment dire ça ? Le style est un moyen de prendre plaisir à l'écriture, même dans les séances où on n'a pas trop envie de s'y mettre. Je l'ai remarqué. Quand on a un parti pris fort de style, on revient plus volontiers à sa séance d'écriture. Quitte après à atténuer un peu ses choix et à lisser un peu les choses. Mais au moment de l'écriture, puisque la question de la page blanche est toujours très, très importante chez les auteurs, hein, et comment éviter cette angoisse, comment la contrecarrer, ben voilà, ça c'est un des constats que j'ai fait à l'usage, c'est que en faisant des choix de style fort, on combat assez bien l'angoisse de la page blanche. Voilà. Et après, il y a un éditeur qui accepte le style tel qu'il est, et ça fait très plaisir, quoi. Alors, parlons-en un petit peu alors pas de l'éditeur parce que je le connais un peu, mais du trajet, de ton trajet sur ce texte pour aller vers l'édition. Donc tu es toi-même conseiller en écriture, tu proposes finalement ton intermédiaire ou ton aide à des écrivains qui se posent des questions, qui ont envie de vérifier la pertinence de leur travail avant de l'adresser au jugement du professionnel. Toi-même, par quel circuit est-ce que tu es passé ? Est-ce que tu t'es finalement toi aussi soumis à l'avis d'autres avant d'aller voir un éditeur ? Comment tu as fait ? Alors oui, évidemment, ça serait assez malhonnête de ma part si je conseillais aux autres de chercher un conseil et de pas en chercher moi-même. Et le problème étant que on a tous un peu la tâche aveugle en face des yeux, quoi, quand il s'agit de juger ses propres textes. On se relit forcément de façon critique, mais il y a un moment où il faut avoir un regard extérieur, quoi. Donc aujourd'hui, je pense avoir trouvé l'entourage qui me convient. J'ai un copain auteur qui est assez sévère, qui n'hésite pas à me faire ses retours sans fioriture. Le bon copain Vachard, quoi. Voilà. Le vrai ami, c'est celui qui sait dire les mauvaises nouvelles. Oui, bien sûr, absolument. Et c'est assez rare, parce qu'il faut à la fois qu'il ait un profil qui soit capable d'émettre des critiques, mais qu'il ait des critiques utiles aussi, pertinentes, quoi. Le problème on peut tous trouver des lecteurs autour de soi, mais en général, les gens qui n'ont pas l'habitude de l'exercice critiquent dans le sens qui leur convient, réécrivent le roman tel qu'ils aimeraient le lire, quoi. Et c'est pas forcément ça un bon conseil. Il faut emmener l'auteur vers là où lui veut aller et l'emmener un peu plus loin dans ce sens-là. Donc voilà, ça c'est mon premier lecteur. Ensuite, alors ça, je suis assez content. Ça fait très longtemps que je voulais en monter un. Il y a un petit groupe de lecteurs. On appelle ça le labo d'auteurs, où nous sommes 4 sur un pied d'égalité. On se retrouve. Alors en ce moment, c'est difficile, mais dans l'idéal, on se retrouve pour une soirée au bistrot et on se soumet chacun un sujet, un problème d'écriture, une question, et les 3 autres donnent leur opinion dessus, quoi. Donc voilà, le labo, c'est la deuxième instance. Et après, troisièmement, j'ai un relecteur payant, comme moi-même je peux l'être pour d'autres. Bah je demande à quelqu'un
de relire de façon pro rémunérée mon texte, quoi. Tout ça avant de le soumettre à l'éditeur qui lui aussi portera son regard critique sur la chose. Donc voilà. Parce que j'aime bien ce que tu dis du bon rédacteur qui va en fait essayer de faire sien le projet de l'auteur, Oui. Pour l'emmener, finalement l'accompagner comme un véritable coach, l'encourager quand il n'a pas osé aller au bout de son propre projet, ou au contraire le réfréner quand il déborde, mais en tout cas adhérer à quelque chose. Est-ce que c'est pas, en tant qu'éditeur moi-même j'y suis assez sensible, est-ce que c'est pas quelque part le travail que fait l'éditeur aussi avec l'auteur, ou peut-être pas tous, j'en sais rien. Bien mais... sûr, dans l'idéal, oui. Et je parlais encore récemment avec des amis auteurs qui plaçaient au pinacle l'éditeur qui a ce comportement avec eux, quoi. Quand on amène un texte à l'éditeur, c'est que on a fait le maximum dessus soi-même, mais on attend bien de pouvoir aller un pas plus loin avec l'éditeur. C'est aussi pour ça qu'il m'arrive, en tant que conseiller, c'est assez rare, mais il m'arrive de refuser une mission parce que je pense que je saurais pas emmener la personne où elle veut aller, quoi. Et tout comme un éditeur peut refuser de prendre un manuscrit, quoi. C'est cette fameuse phrase, votre manuscrit ne répond malheureusement pas à notre ligne éditoriale. Ça cache peut-être des réalités du style, je ne suis peut-être pas la bonne personne pour vous accompagner sur votre projet, en fait. C'est peut-être pas juste une phrase toute faite. Bien sûr, oui. Il y a aussi un article du tout début sur le blog, qui est très très lu encore aujourd'hui, qui pose la question que faire d'un refus d'éditer, puisque à mon avis même la fameuse excuse ou réponse ça ne correspond pas à notre ligne a des choses à nous dire en tant qu'auteur. Et une soumission de manuscrit, c'est un comment appeler ça, c'est une campagne qui se prépare comme une campagne militaire, et il faut pas se tromper à chaque étape, c'est une réflexion. Voilà, et quand on reçoit ce genre de réponse, c'est peut-être qu'on s'est trompé soi-même dans l'étape de recherche, de choix, de sélection des adresses, quoi. Alors ça doit être. Est-ce que cette question-là, comment trouver un éditeur, est la première ou la principale question que te posent les auteurs qui viennent te voir? Ou est-ce qu'ils en ont d'autres derrière? Alors, on serait peut-être surpris. Oui, ça dépend un peu du stade auquel les personnes en sont, hein. Mais oui, c'est assez courant, et même en général, c'est la question qu'on me pose après, quoi. J'ai fait d'ailleurs un petit livre, puisque j'ai envie aussi de mettre ma pratique sous forme de guide. Et le premier de la série, c'est comment chercher un éditeur, point de suspension, et le trouver. Et qui est censé un peu répondre ou donner la réponse de base à cette question-là, cette question fondamentale, quoi. Et après, parfois, je peux avoir des réponses plus personnalisées, selon une fois que je connais le texte, quoi. Et les autres questions qu'on te pose, c'est quoi? C'est la page blanche dont tu parlais tout à l'heure? C'est quoi? Alors, la deuxième grande question, c'est est-ce que c'est publiable? Excellente question. À quoi je réponds? Ça dépend si vous suivez ou non mes conseils. Du coup, parfois, on me renvoie le manuscrit pour une nouvelle lecture. Mais oui, c'est une question embarrassante parce que moi, ce que je peux signaler, ce sont les points bloquants, mais je ne maîtrise pas la façon dont les auteurs vont y remédier. Parfois, alors là-dessus, il y a parfois une différence entre les vieux briscards de l'écriture ou les personnes qui écrivent depuis peu. En général, les personnes qui écrivent depuis peu de temps appliquent les modifications simples, mais les choses plus compliquées les laissent de côté. Et il m'est arrivé d'avoir des gens 2-3 ans après mon conseil qui revenaient en me disant « Vous aviez raison sur beaucoup de points, j'en ai pas retenu beaucoup, mais j'aurais dû. » Bon, voilà. Après, je veux pas me placer non plus en... Donc des points qui tiennent à la structure, au scénario en fait du livre, oui. Ou à des choses comme ça. Ouais. Souvent, ouais. Des problèmes de longueur ou de... La difficulté en France étant que écrire le scénario ne s'apprend pas. Donc on apprend un peu sur le tas en se trompant. Et on a du mal aussi à comprendre le langage que
le langage dramaturgique, quoi. Quand je parle de caractérisation de personnages, de fusil de Tchekhov, tout ça, c'est des choses que je dois expliquer juste après, parce que sinon, les personnes ne sauront pas quoi en faire de ma remarque. Alors, tu parles d'apprendre à écrire un scénario. Je pense que c'est une allusion aux écoles américaines, finalement, quelque part, de storytelling ou de choses comme ça, dont on dit parfois qu'elles uniformisent pas mal les choses, quand même. Oui. Alors, bon, après, il faut quand même replacer les choses. Les fameuses méthodes américaines sont quand même beaucoup inspirées des Grecs anciens. Donc, à la limite, ce qui s'uniformise, c'est la vision grecque ancienne, quoi. Mais c'est vrai que il ne faut pas suivre aveuglément ce genre de méthode, puisque on finit par ne faire que des livres qui se ressemblent. Après, c'est comme dans les arts plastiques, quand on maîtrise complètement le médium, c'est plus facile de s'en démarquer pour faire quelque chose d'original. Ça ne peut pas faire de mal de connaître les principes de scénarisation, même si, voilà, on a John Truby, par exemple, que j'aime bien, mais qui considère le scénario ou l'œuvre sous un angle moral, même si le côté moral, il a sa propre vision de la chose, mais on peut mettre ça en doute. Ici, en France, un roman n'est pas forcément... En France ou en Belgique, puisqu'on est à Bruxelles ici aujourd'hui. Oui. Dans la francophonie, on n'est pas forcément obligé de faire rentrer de la morale dans son texte, quoi. Mais par contre, savoir ce qu'est un conflit, un antagoniste, tout ça, c'est des considérations morales. C'est quand même pas mal de savoir de quoi il s'agit, quoi. Donc bien maîtriser son outil, ça présuppose pas ce qu'on va faire avec, quoi. Voilà, tout à fait. Voilà, tout à fait. Bien, Nicolas, merci beaucoup pour ce moment. Donc je rappelle le titre de ton roman, il s'appelle Hard Rock Cargo. Un roman noir donc à suspense, à tension, sur la paternité, sur la musique aussi, et sur tout un tas de choses. Et puis donc ton blog, et pour tous ceux qui auraient envie de discuter avec toi, je pense pas que tu fasses des factures tout de suite, on peut discuter de façon libre, parler de scénario, parler d'écriture, écriture-livre.fr. C'est ça. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à la Foire du Livre de Bruxelles de nous avoir offert ce moment d'échange, et à la Maison de Francité qui nous accueille, et puis au plaisir de vous retrouver. Au revoir. Merci.